Bienvenue dans le contre-écran. Ici, on va se pencher sur cette drôle de relation que nous entretenons avec l'image en général. Autour de cette table, vous pouvez retrouver évidemment Laurence. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Sandrine. Bonjour. Avec des belles boucles d'oreilles. Oui. Star Wars. On parlera de Star Wars. Voilà. Et là, notre ami Francky. Bonjour. Ça va mon Francky? Ça va pas trop mal et toi? La forme? Oui, ça va. Ah, c'est bien. Aujourd'hui, nous allons débattre ensemble de cette intrigue qui sont peut-être tirées par les cheveux de personnages clichés et de scènes d'action où les explosions sont souvent plus convaincantes que les dialogues. En gros, c'est dur, les dialogues, ouais, en gros. En gros, entre le film culte et les films retentissants, il y a de quoi se moquer de notre goût étrange pour le grand écran. Alors préparez-vous à explorer les perles du 7e art, à découvrir des moments où le ridicule frôle le sublime, et à vous de vous interroger sur cette fascination pour le cinéma. Dans contre-écran, la seule règle est qu'il n'y en a pas, et qu'il n'y a pas de limite, simplement nous restons dans la bienveillance, évidemment. Allez, 1, 2, 3, et c'est parti. Allez, vous êtes sur contre-écran et on commence par le box-office. Alors, en première position, avec 2 600 000 entrées, c'est God Save the Tuche. Évidemment, c'est la suite des Tuches sur nos grands écrans. Film que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas. Ça, c'est personnel. 1,5 million, c'est Paddington et l'histoire d'un petit ours qui est au Pérou. Avec 1 300 000 entrées, c'est Captain America Brave New World, avec un Hulk rouge. 400 000 entrées, c'est L'attachement. Il y aura aussi en autre position à bicyclette Bridget Jones, folle de lui. Je ne sais pas si elle l'aime, en tous les cas, je sais qu'autour de cette table, il y en a une qui l'a vu. Il y a aussi Dis-moi que tu m'aimes, et on termine avec The Real Paint, film très intimiste qui est sorti sur nos écrans cette semaine. Voilà pour ce qui est du box-office. Nous, on commence par un film qu'on aimerait débattre, qui est The Brutalist, ou The Buralist, comme dirait si bien notre amie Sandrine. C'est un joke personnel. Merci Sandrine. C'est un plaisir de te faire rire. Le film de rire. Brady Cooper avec Adrienne Brody, Felicity Jones et Guy Pearce. C'est évidemment pour tout public. Et c'est fuyant l'Europe, après-guerre, un architecte visionnaire, Laszlo Todd, qui arrive en Amérique pour y reconstruire sa vie, sa carrière et le couple qu'il formait avec sa femme, évidemment. Laszlo pose donc ses valises en Pennsylvanie, où le riche industriel Harrison Lee Van Buren reconnaît son talent de bâtisseur, mais le pouvoir et la prospérité plutôt a un lourd coup. Ça, c'est bien vrai. Projet cinématographique impressionnant avec une réalisation impeccable, des acteurs hors pair, notamment monsieur Adrian Brody. Le film souffre de longueur et qui est compensé par ses qualités visuelles et une ambiance très 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 sonore. Cependant, c'est un avis personnel, l'histoire est banale et monotone, avec peu de rebondissements et une dernière partie un peu plan. Et en somme, malgré ses qualités, le film ne parvient pas à émouvoir autant que prévu. Alors donc, ma note personnelle, c'est 6 sur 10. Et je vais m'adresser à notre amie Laurence, qui a vu le film. Et qu'est-ce que tu en penses ? Alors, déjà, anecdotiquement parlant, quand tu me parlais du titre, je n'avais pas vu la bande-annonce et j'entendais donc The Brutalist. The Buralist. Mais non, pas ça. Mais ce qui est assez marrant quand même, c'est que moi je parlais du principe que c'était brutal en fait. Hein. C'est ce que j'entendais. Donc je me suis, j'étais conditionnée par une espèce de point de vue que je m'étais fait juste par l'onomatopée du titre. Et j'ai quand même découvert un film, j'ai trouvé moi un peu, ça faisait un peu Le Pianiste 2 quoi. Enfin voilà dans l'histoire, mais j'ai découvert un courant d'architecture dans l'histoire de l'architecture à côté duquel j'étais passée dans mes études d'histoire de l'art quand même. Parce que je connaissais le Bauhaus, mais j'étais passée à côté du brutalisme. Le béton dans l'architecture, je trouve ça intéressant. Voilà. Indépendamment, j'ai trouvé la bande sonore très intéressante. J'ai apprécié l'image, j'ai apprécié l'interprétation. Moi, ça me touche parce que tout ce qui est film d'époque me touche. Peut-être qu'effectivement, ça ne justifie pas ses longueurs. Peut-être que c'est... Bon, voilà. En fait, j'avoue, j'ai été quand même prise par
par ce qu'on m'a raconté, par l'histoire de cet homme. Et j'ai quand même eu quelques émotions. Je trouvais ça injuste, je trouvais ça dur, quand même. Moi, j'ai ressenti quand même des émotions. J'ai mon corps qui n'a pas aimé tout ce qui se passait dans ce film. Adrien Brody, pour moi, voilà. Enfin, encore une fois, il fait ce qu'il sait faire aussi. Enfin. Bon, il sait faire plein d'autres choses, mais pour moi, il était un poisson dans l'eau, quoi. Okay. Voilà. Ta note? Mazette, je déteste mettre des notes, c'est terrible. Bah alors, 7. 7? Bien. Sandrine? Alors moi, je n'ai pas vu le film. J'explique pourquoi tu fais la petite blague sur le buraliste. Voilà. C'est parce que la première fois que j'ai lu le titre de ce film, je n'avais pas mes lunettes et j'ai lu comme ça un peu flou et j'ai lu The Buralist et ça m'a fait bizarre, un film sur les buralistes. Et donc après, en remettant mes lunettes, j'ai vu que c'était un peu plus sérieux, que c'était The Brutalist. Je ne suis pas allée le voir parce que justement, je me suis demandé si c'était pas un peu le pianiste 2. Voilà, donc... ça y ressemble en tous les cas. Ouais. Ouais. Moi, j'ai trouvé énormément de longueur. Bon, évidemment, on retrouve notre ami Adrien Brody qui est magnifique, comme tu dis si bien. Donc voilà. Donc, je ne mets pas de note puisque je n'ai pas vu. Puisque tu n'as pas vu le film, voilà. Évidemment. Hein, tu n'as pas vu le film, tu as vu le titre. Exactement. Okay. C'est bien. On continue avec un autre film sorti sur nos écrans. Cette fois-ci, c'est un film qui est sorti en 1977. Oh mon Dieu, nous étions jeunes. Enfin, pour ma part, et moi j'étais un peu jeune. Qui s'appelle Star Wars, film de George Lucas. Alors, il y a très 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 longtemps, dans une galaxie bien lointaine, il y avait une guerre civile qui faisait rage entre l'Empire galactique et l'Alliance rebelle, sorti en 1977. Donc ce film emblématique nous plonge dans une galaxie lointaine et on suit Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Han Solo, la princesse Leia et Chewbacca, et bien sûr quelques robots qu'on peut retrouver ici. 6-3PO, alors 6-3PO, ou en version originale c'était 6... C3PO. C3PO. Et R2-D2 qui s'unissent et qui unissent leurs forces pour combattre évidemment l'Empire. Donc bataille spatiale, humour et les personnages charismatiques créent un véritable charme, ainsi que les costumes et effets spéciaux qui s'ajoutent à cette magie pour ce film. Bien que le graphisme ait vieilli, il reste impressionnant pour l'époque. On peut signaler la performance mémorable de Harrison Ford, Alec Guinness, et Peter Cushing. On n'en parle pas souvent, mais il y avait Peter Cushing dans le film qui faisait le méchant. Général Tarkin. Général Tark. Et donc, Un Nouvel Espoir, c'était le titre. Ils ont rajouté le titre, Un Nouvel Espoir. Est un film de science-fiction incontournable, évidemment, à découvrir sans réserve. Alors, on commence par Laurence. Tiens, Laurence, quel est ton avis sur ce... Tout à l'heure, tu m'as donné une belle définition de ce film sur Star Wars. Ouais. Alors, quand tu avais évoqué le thème donc de la guerre des étoiles, je me suis dit bon, allez, je vais aller le revoir parce que pour le coup, j'avais 2 ans quand c'est sorti, donc je ne l'ai évidemment pas vu en salle, mais ça fait partie de ma culture. Voilà, mes parents m'avaient élevé avec ce film, je l'ai donc vu plus tard, mais j'ai tenu à le revoir pour le plaisir. Pour t'imprégner. Oui, et puis surtout parce que clairement, quand je devais avoir 10 ou 11 ans quand je l'avais vu, je suis évidemment passée à côté de plein de choses. Et j'avais besoin de le revoir avec mes yeux d'adulte. Et j'ai adoré ce que j'ai vu. En tout cas, j'y ai trouvé... j'aime beaucoup, oui, quand il parle de la force, quoi. Enfin, pour moi, ça reste... C'est fort parce que quelque part, c'est aujourd'hui ce que nous essayons, nous, en tant qu'êtres humains, de récupérer, en fait, et de croire en plus grand que soi. Et finalement, c'est un très beau parallèle avec cette espèce de toile énergétique, quantique. Et c'est génial. Enfin, ils étaient dans un trip à cette période-là qui devait avoir déjà accès à ça. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant de se dire que le message était déjà clair, en fait. Voilà. Donc moi, par curiosité... En fait, très intéressant. Ça. Alors, il se trouve que avant d'avoir revu la guerre des étoiles, j'ai vu un documentaire sur la géométrie sacrée. Et dans ce documentaire, il est présenté tout ce qui est sur les fresques en Égypte. Et il y a une référence au papyrus qui relate cette histoire déjà du bâton
qui seraient le Jed, et des Jedi, qui étaient donc les personnes qui savaient, les initiés qui savaient utiliser ce bâton de pouvoir, en fait. Et c'était ce bâton qui nous reliait à plus grand que soi. Et en fait, à cette force et à cette espèce de matrice énergétique vibratoire. Et je trouve ça absolument canon parce que, bon, moi qui m'intéresse un peu à tout ce qui est invisible, je reviens à des états de conscience modifiés, en fait, qui nous permettent d'aller visiter cette toile. Okay. Et donc, en Égypte, ils étaient déjà au courant et il y avait des Jed et des Jedi. Formidable. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que le bâton en lui-même a un aspect très graphique. Et a priori, il aurait pu inspirer le bâton du Jedi dans la guerre des étoiles, mais ceux d'après. Ouais. Parce que le tout premier, celui que j'ai regardé... C'était vraiment un bâton. Ouais, enfin, il est moins sophistiqué et il ne fait pas référence complètement directement au Jed. Mais quand vous regardez un Jed sur les fresques d'Égypte et le bâton apparemment un peu plus récent, c'est à peu près pareil. Je trouve ça calme. Connaissant George Lucas, qui a beaucoup de culture, je pense qu'il y avait sûrement une référence avec ça. On va dire que oui, enfin, en tout cas, il n'y a pas de hasard. Et oui, il n'y a pas de hasard. Disons qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Et j'ai trouvé ça très intéressant et surtout, j'ai trouvé ça magique d'avoir regardé ce court-métrage, ce documentaire juste avant. Merci pour... c'était très pertinent. Ma copine... C'est pour moi. Alors, tu as vu le film quand même? Ah oui, j'ai vu le film. Plusieurs fois même. J'ai même vu toute la... Alors, c'est même pas la trilogie, c'est toute la saga. Toute la saga. Voilà. Alors, j'avoue que je m'y suis un petit peu perdue dans les différents films de la saga, parce qu'il y en a qui ont été tournés avant, mais qui se passaient après, ceux qui tournaient après, mais qui se passaient avant. Mais bon, ça y est, je crois que je suis à peu près au clair. Ouais. Bah, c'est toujours super agréable de voir des sagas comme ça, c'est distrayant, on s'attache aux personnages. Et moi, ce que j'aime dans Star Wars, c'est qu'il y a un côté science-fiction, bien sûr, mais qu'ils n'ont pas oublié le côté humour, notamment avec Han Solo, parce qu'il y a souvent quand même des trucs de science-fiction qui sont très branchés sur les machines, l'histoire, et où il n'y a pas beaucoup d'humour. Et là, je trouve que le fait qu'il y ait de l'humour, ça rehausse le tout, quoi. C'est vraiment bien. Et puis Harrison Ford est quand même topissime. L'histoire est banale, hein, c'est le bien et le mal. Oui, voilà. Ah, on est bien d'accord. Et est-ce que tu disais qu'on se retrouvait un petit peu aujourd'hui? Alors toi, c'est dans tout ce qui est un peu peut-être, je sais pas, chamanique ou voilà. Moi, je trouve que politiquement parlant, ça parle aussi beaucoup aujourd'hui, hein, avec le mal. Voilà. Donc voilà, moi je dis qu'il faut le voir, ou le revoir. Francky. Star Wars. Non mais comment ça c'est moi? Non, c'est toi. Non mais c'est quand même le film culte de toutes les générations. C'est le film qui a posé les bases de tous les films de SF. Même si avant il y avait eu 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais là on est passé vraiment dans ce qu'on appelle le space opéra. Et effectivement, ça a quand même été une claque en 1916 de voir des vaisseaux bouger dans tous les sens dans l'espace avec des lasers. Là où je suis, enfin, toute la première trilogie est vraiment vraiment superbe. Moi, là où George Lucas a tué son bébé, pour revenir sur ce qu'il disait Laurence sur le coup de la force. Effectivement, dans la première trilogie, on nous apprend que la force, c'est quelque chose qui a autour de nous, que tout le monde peut acquérir. Il suffit d'apprendre à maîtriser la force. Donc moi, quand j'étais gamin, j'étais là, waouh, super, alors je vais essayer de faire bouger les cailloux. Et George Lucas... T'as réussi ? Non. Et puis George Lucas m'a expliqué pourquoi je ne pouvais pas faire ça dans l'épisode 1, ce qui s'appelle la menace fantôme, qui fait partie de la prélogie. Donc où on apprend tout simplement que non, tout le monde ne peut pas maîtriser la force. C'est en fonction du taux de médiclorien qu'on a dans le sang. Donc les Jedi sont tout simplement des nazis. Ah bon? Tout simplement. Mais oui, c'est la force, c'est la race supérieure. Ah oui. Non mais c'est une vision des choses. C'est pas une vision des choses, c'est sa vision à lui. C'est-à-dire que il nous a appris entre 1976 et 1986 qu'en gros que la force, c'est un truc qui s'apprenait, qu'effectivement il fallait apprendre. Elle est autour de nous. C'est ce que dit Yoda à Luke sur Dagobah quand il lui fait son entraînement. Ok.
super, il faut que tu y crois, vas-y, sors le vaisseau de l'eau et justement Luke dit à Yoda mais c'est impossible, je n'y arriverai jamais, je n'arrive pas à y croire. Parce que Yoda, lui, arrive à sortir le vaisseau, alors qu'il est Yoda, on se rappelle, hein, il est grand comme le micro. Et donc, lui, effectivement, il arrive à sortir le vaisseau qui était embourbé dans le marais et compagnie, sans problème. Et Luke lui dit, j'arrive pas à y croire. Et Yoda lui répond, justement, c'est bien là le problème, c'est parce que tu n'arrives pas à y croire. Non, c'est juste qu'il n'y a pas que ça. C'est parce que non seulement il n'arrive pas à y croire, mais en plus. Il n'arrive pas à exploiter son petit truc en plus que George Lucas nous apprend 20 ans plus tard quand il fait sa prélogie où il parle de l'enfance du méchant qui est donc Skywalker, Anakin Skywalker. Anakin. Quand Qui-Gon Jinn le croise, sans qu'il a la force en lui, il va le tester quand même. Et effectivement, il lui fait juste une prise de sang. Okay. Et l'autre lui a dit, il a un taux de médiclorien énorme. Ouais. Donc j'avais 30 ans quand le film est sorti, j'ai dit, c'est tout un mythe qui est tombé. C'est la race supérieure, ce sont des nazis. Super, génial. Voilà, merci Georges. Merci pour ton analyse. Voilà. Non, mais il faut qu'on avance. C'est juste pour nuancer, c'est peut-être pas forcément des nazis, mais effectivement, il y a une notion de race supérieure mais on peut pas tous être des Jedi, c'est tout. Justement, c'est ça qui est dommage. Sauf qu'à priori, oui, on l'est tous. On va avancer parce qu'on a d'autres films. On a d'autres films. On peut pas croire ce qu'il nous dit, Georges. Allez, on continue avec un film qui a fait plus d'1 million d'entrées, qui s'appelle Un parfait inconnu de Monsieur James Mangold. Alors, je vous rappelle que Monsieur James Mangold a fait pas mal de films, dont le dernier Indiana Jones. Avec Timothée Chalamet, pas dans Indiana Jones, mais dans Le parfait inconnu, il y a aussi Edward Norton et Elle Fanning. Ça se passe en 1961 à New York, lors d'une scène musicale et en pleine effervescence et que la société est en proie à de bouleversements culturels. Un énigmatique jeune garçon de 19 ans débarque du Minnesota avec sa guitare et son talent hors norme qui changeront à jamais le cours de la musique américaine. Donc ce film évoque évidemment la vie de Monsieur Bob Dylan, mais peine à captiver, bien que le biopic tente de s'inscrire dans la lignée de Walk of Line. Il offre un portrait trop classique à mon goût, concentrant sur quelques années de sa vie d'artiste sans explorer sa jeunesse et sa carrière plus large. Donc on voit beaucoup de musique de Monsieur Bob Dylan, moi j'aime bien dire ça, qui est en vérité très omniprésente. On peut soulever évidemment la prestation de Monsieur Chalamet, qui est rien à dire d'autre, qui est bien. Mais le film, moi, m'a un peu déçu avec quelques longueurs. Donc moi, je lui donnerais un 6 sur 10. Et je me réfère à Laurence pour la suite de la critique. Alors, oui, moi je suis allée le voir. Je ne sais pas trop ce qui m'a motivée. Si, je ne suis pas une fan de Bob Dylan, c'est pas ma génération. Mes parents n'écoutaient pas particulièrement. En tout cas, c'est pas ce qui est passé pour moi. Moi, j'aime finalement le principe du biopic parce que ça me fait rencontrer des artistes que je n'aurais pas forcément rencontrés. Je suis pleine de discernement. C'est un point de vue. On me raconte ce qu'on me raconte. J'ai trouvé ça attachant. Chalamet, je le trouve assez juste. Parfois, j'ai trouvé qu'il était à vouloir faire comme, ça passait un peu moins bien. Mais j'ai aimé l'ambiance des années 60. Enfin, ça, voilà, parce que pareil, mon regard de costumière a été attentif à ça. Et j'ai aimé la reconstitution. J'ai trouvé ça très chouette. Voilà, je suis contente d'en connaître un peu plus sur le personnage et sur le début de sa carrière, mais très clairement, j'ai préféré Sugar Man, qui est un film sur cet artiste qui a eu moins de succès visiblement que lui, mais qui pour moi m'a beaucoup plus touchée, et j'ai découvert cet artiste en voyant son biopic, et ça me fait sourire parce que la dernière image de ce Sugar Man, c'est justement Bob Dylan au fond de la salle qui n'est pas encore connu et tout ça. Donc j'ai fait le lien comme ça. Mais voilà, moi j'ai vu le film, je suis contente de l'avoir vu, mais je suis
enfin voilà, pas plus que ça. Je mettrais un 7 aussi parce que je suis généreuse. Voilà. Sandrine, allez, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, je suis allée voir ce film parce que j'aime bien les chansons de Bob Dylan. Par contre, le personnage me plaît pas tant que ça, voilà. Et donc je suis allée voir ce film parce qu'il y avait aussi Timothée Chalamet et apparemment une super performance. J'ai pas été déçue parce que franchement, dans tout ce qui est attitude, les chansons, enfin il est hyper bluffant quoi. Il chante, il joue, enfin il est extraordinaire. Je ne me suis pas ennuyée du tout alors que je pensais que j'allais m'ennuyer. Comme tu dis, l'ambiance de ces années-là, moi je l'ai trouvée vraiment très très bien reconstruite. Et ce que j'ai adoré, c'est les personnages secondaires. Notamment, j'ai trouvé que Edward Norton était extraordinaire. Le monsieur qui fait le musicien malade, qui ne parle pas, qui ne fait que des... Je l'ai trouvé fabuleux, qui donne plein de sentiments, enfin qui est extraordinaire. Et les deux filles, je les ai trouvées absolument géniales. Vraiment, j'ai adoré ce film. Okay. Et alors que je ne m'y attendais pas. D'accord. Voilà. Note? Ah, je mets 9. Ouh, bien, ouais. bien. Francky, oui, je vais dans le sens de Sandrine. Effectivement, moi j'ai passé un très bon moment. Je suis pas fan des biopics en général, mais pour la reconstitution de l'ambiance de ces années-là, du New York des années 60, enfin il y a rien à dire. Chalamet effectivement fait une prestation qui est impressionnante, faut le dire. Il a bossé 5 ans sur le film pour apprendre effectivement à jouer de la guitare et l'harmonica et surtout à avoir la voix de Bob Dylan. Effectivement, cet accent, c'est bluffant. Et effectivement, Edward Norton est fantastique dans le film. Alors, on n'est pas à la hauteur du biopic de Walk the Line sur Johnny Cash qui avait fait réaliser déjà Mangold il y a 20 ans, mais on passe vraiment non, c'est quand même un super moment. Et puis au moins la musique est omniprésente. Et vraiment les chansons traduisent le moment du son intelligence, elle a vraiment incorporé les chansons au bon moment dans le film. Ça participe à l'histoire du film. Là, voilà, c'est voilà. Non, très très bon. Note. Non, en fait, Tu mets pas de note. Non, je vais pas mettre de note. Je vais arrêter avec ces. Moi, je veux on n'est pas à l'école des fans. Je mettrai pas de notes. Je vais arrêter de mettre des notes. Ok, tu vas arrêter des notes. Les rebelles. Allez, rendez-vous la semaine prochaine sur les antennes de TV Land.